Ma thèse a pour but d'étudier les processus de création d'objets réalisés à l'aide de pierres précieuses en Mésopotamie, de la fin du 3e au 2e millénaire avant notre ère, en plaçant au centre l'artisan, afin d'apporter une histoire incarnée des objets par leurs fabricants, que les anciens nommaient faiseurs d'œuvres, façonneurs de matière et même créateurs savants. Lorsqu'on s'intéresse à l'artisanat mésopotamien, on ne peut que constater l'omniprésence des pierres. Depuis le 19e siècle, les fouilles archéologiques entreprises au Proche-Orient ont permis d'accroître considérablement notre connaissance de l'Antiquité orientale en exhumant des centaines d'objets réalisés à l'aide de pierres, mais aussi des milliers de tablettes cunéiformes qui sont autant de témoins de leur production, de la réception et de l'engouement des anciens à l'égard de la pierre et de ses transformations par l'artisan. Par pierre précieuse, il faut comprendre toutes les matières minérales prisées et estimées. S'il s'agit de lapis-lazuli, de cornaline, de turquoise ou autres, que d'aucuns préfèrent nommer pierres semi-précieuses ou encore pierres fines, il faut préciser que les Mésopotamiens n'avaient pas un tel point de vue. La diorite, par exemple, échappe totalement à ces catégories modernes. Ces pierres d'ornement, mobilisées dans l'artisanat de luxe, étaient également dotées de propriétés apotropaïques et également dotées d'une forte dimension symbolique, religieuse, magique, puissante, qui témoigne d'un caractère précieux de ces minéraux. Pourtant omniprésente, elle n'était pas originaire de Mésopotamie. Dès lors, les anciens ont dû mettre en place un vaste réseau d'échanges et de commerce, et cette rareté a également impliqué la création d'imitations, bien que les Mésopotamiens leur accordaient parfois la classification de pierre. L'intérêt principal de la thèse réside dans la volonté de se focaliser en premier lieu sur l'artisan et d'en faire la pierre angulaire de ce travail. Si l'objet est souvent étudié dans le prisme de son consommateur, il est tout autant de l'étudier dans le prisme de son fabricant. Cette approche technique et anthropologique n'est possible que par la prise en compte de la documentation matérielle et textuelle de concert, dont les sauts-cylindres comportant façonnage de la pierre, gravure de l'écriture et du dessin témoignent particulièrement. Cela est d'autant plus vrai que, manifestement, dans l'Antiquité, plusieurs spécialistes, joailliers, sculpteurs sur pierre et sur métal, orfèvres, lapicides, de différents niveaux, maîtres et apprentis, intervenaient dans leur fabrication, témoignant de différents savoir-faire, mais aussi de savoirs tels que la maîtrise de l'écriture ou encore la connaissance du répertoire iconographique et des canons esthétiques de leur époque. La période étudiée recouvre l'époque dite de la Renaissance sumérienne et celle des Amorites. Ce cadre se justifie par la cohérence des sources existantes, mais aussi dans un souci d'étudier sur un temps long les évolutions sensibles de l'artisanat dans un Proche-Orient ancien estimé trop souvent figé dans une tradition culturelle écrasante, alors qu'il est pourtant soumis, à cette époque, à plusieurs changements significatifs qui soient de nature politique, sociale, économique et donc culturelle. L'étude des tablettes cunéiformes permet d'apporter un éclairage sensible des pierres, de la fabrication des objets et également du statut de l'artisan. Les textes comptables et les lettres émanant de différentes institutions et d'archives privées permettent notamment, grâce à une approche prosopographique, de reconstituer des carrières d'artisans, mais aussi de retracer les objets produits. La documentation dite savante permet d'entrevoir les considérations épistémologiques des Mésopotamiens, comme les listes lexicales qui inventorient tout un panel de minéraux et permettent d'étudier leur logique de classement, ce qui est également un témoin de leur observation et de leur expérience du monde. Il existe également des recettes qui étaient destinées à fabriquer des pierres, qui permettent de comprendre les procédés de fabrication des imitations. Il faut également examiner de près les rituels et les textes littéraires qui mettent en scène artisans et matériaux, afin d'avoir une idée de la perception et du ressenti qu'avaient les Mésopotamiens à leur égard. L'étude des textes, du déchiffrement à la traduction, en passant par l'analyse philologique, est indispensable pour identifier les matériaux et étudier leurs moyens de reconnaissance, mais aussi le statut de l'artisan dans la société. Il faut alors procéder à la reconstitution d'un véritable puzzle avec des textes de nature différente émanant de sites différents. Une étude sur l'artisanat ne peut se passer d'une approche interdisciplinaire, car l'étude croisée des sources matérielles et textuelles, entre archéologie, histoire de l'art et épigraphie, est indispensable pour obtenir une synthèse historique sur le geste et le statut de l'artisan. Une telle recherche ne peut alors s'effectuer seule. Le travail au sein de mon équipe de recherche et à la bibliothèque d'assyriologie et des études ouest-sémitiques du Collège de France dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est nécessaire pour bénéficier d'approches différentes permettant une réelle émulation, comme cela est également possible au LabEx Aztec.
La problématique principale de cette thèse est d'analyser comment la technique artisanale peut être corrélée à l'histoire sociale en proposant une histoire réellement incarnée par l'artisan. Dès lors, il s'agit d'étudier le lien entre expertise technique et statut social dans un Proche-Orient ancien qui ne nous a pas livré de texte de nature philosophique afin de réfléchir à la définition d'une techné mésopotamienne. En l'absence d'une telle étude, il faut proposer en premier lieu une véritable synthèse sur la pierre et ses transformations. Celle-ci étant absente de la Mésopotamie stricto sensu, il faut reconstituer les réseaux d'échange, du gisement à l'atelier, en passant par les intermédiaires commerciaux, ce qui pose également la question des monopoles et des moyens détournés pour obtenir les pierres. Il convient ensuite d'étudier la fabrication des objets, de la commande à la réception, en passant par toutes les étapes de la chaîne opératoire, et d'étudier les protocoles et cahiers des charges en vigueur, qui montrent également la coopération d'artisans de différentes spécialités. Il faut aussi s'interroger sur leur statut social et juridique, en étudiant l'organisation du travail et la place des artisans dans la société, afin de dresser un portrait des fabricants dans toute sa complexité. Enfin, il faut réfléchir sur l'artisan et le rapport à son œuvre, posant la question d'un faiseur d'œuvre qui ne serait pas qu'un exécutant, mais au contraire un créateur reconnu pour son expertise technique, amenant au débat artiste-artisan et même à la notion d'œuvre d'art.